Il fallait faire profil bas sur tout. Je me rappelle même que quand je passais le bac, cette dame-là, elle m'interdisait même d'utiliser la lumière pour étudier. Ta belle-mère t'interdisait d'utiliser la lumière pour travailler. Une fois, j'étais en train d'étudier, elle est venue, elle a cassé l'ampoule. De chanteur à blogueur sur les réseaux sociaux, Stony s'est lancé dans ses chroniques sur l'actualité des stars à partir de 2014. Aujourd'hui, il vit pleinement de son métier d'influenceur et de créateur de contenu, en mettant aussi en lumière les faits de société tout en dénonçant ce qui ne va pas. Vous l'aurez compris, notre invité du jour est très engagé et il a des choses à dire. Vous êtes là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Stony. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, je vais bien. Je suis très contente de te recevoir. Et je sais que tu n'as pas l'habitude de venir dans des podcasts, forcément. Ouais. Alors, pourquoi tu as accepté de venir? Parce que c'est toi qui m'as invité, déjà. Je suis honorée, franchement. C'est tout, sinon... Sinon, non. Moi, il ne fait pas trop d'interviews comme ça. Tu n'aimes pas trop ça? Ouais, moi qui aime me poser des questions. En général, c'est toi qui tiens le micro. C'est ça. Stony, c'est quoi ton nom à l'état civil? Parce que c'est vrai que c'est ton nom de marque, on va dire, c'est ta marque déposée, mais qui est Stony? Nom des cas d'identité, c'est Damo. Damo, c'est D-A-M-O. Damo? Voilà, ça n'a rien à voir avec Stony. Damo et Élisée, c'est mon prénom. Tu es le frère d'Élisée de la radio de Nostalgie. Ça ne s'écrit même pas de la même manière. Moi, il I. Parce que pour lui, c'est Y. En plus. Donc, si j'ai bien compris, comme dans Damo, la Bible, Élisée. Élisée. E-L. I-S-E-E. E-E. Élisée. Ah, comme Élisée Gbolugbe de Live TV. Voilà. Du Live Talk. Voilà. Donc, Damo, D-A-M-O. O. Damo, c'est d'où? À Boisseau. À Boisseau. Ouais, Annie, 100%. Annie, 100%. Maman, Annie. D'accord. C'est ça. Tu es mon frère. On n'est pas beaucoup comme ça. À moitié. À moitié? Moi, je suis Annie d'Abengourou et je suis Bété d'Issia. Ah, ok. Voilà, je suis à moitié Avar. Avar. Mais il n'y a pas moitié, c'est soit tout, soit rien. Nous, on est entier. Toi, tu es Avar. Non, pas Avar, c'est très économiste. C'est très économiste. En tout cas, je suis contente de te recevoir. Merci. Et j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, tu fais un travail extraordinaire. Merci. Sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Tu es engagé et surtout, tu n'hésites pas à dire ce qui ne va pas. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tu n'hésites pas à dire ce qui ne va pas. Et tu t'es excellemment bien illustré pendant la plus belle CAN de l'histoire que notre pays a vécue et où on a décroché notre 3e étoile. Tu as été aux avant-postes avec des contenus de qualité. Tu as régalé les internautes du monde entier et ta communauté aussi. Comment tu as vécu cette période de notre pays qui, voilà, il y a seulement que 3 mois qu'on a fini de clôturer cette CAN et de la gagner. Comment tu as vécu ces moments déjà? Et déjà même avant, comment tu t'es préparé à recevoir le monde entier et à préparer tes contenus? Comment ça s'est passé? C'est vrai que ça fait encore quelque chose quand on pense à ça. Hier, je passais vers Ebimpe quand j'ai vu le stade. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Comment je me suis préparé, comme tout le monde. C'est la première fois que nous, on vit une CAN chez nous. Même ailleurs, je n'ai jamais été à une CAN. Donc, c'est vraiment la première fois. Tu regardais à la télé? Forcément, comme tout le monde. Donc, quand on dit ça vient chez toi, et on te dit 40 ans après, c'est des choses que tu dois raconter à tes enfants. Et si tu as la chance aujourd'hui d'avoir une communauté qui te suit, je me suis dit c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Il faut quand même écrire son nom quelque part. Oui. Même si, voilà, c'est pas de grands postes ou autre, tu n'es pas ministre ou truc pour dire que tu es tel ministre, mais il faudrait que dans les souvenirs des gens, tu apparaisses. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à écrire mes contenus, décliner en fait ce que je voulais faire pendant cette CAN. Donc, j'avais déjà tout écrit. Ok, tu avais déjà tout écrit. J'avais déjà tout écrit. J'ai déjà tout scénarisé. Non, j'avais déjà tout préparé. Waouh. C'est pas quand je suis allé au stade et puis j'ai dit. C'est pas spontanément. Non. Mais tu as une méthode de travail. Je pense que les gens ne savent pas en fait. On se dit que c'est spontané. Non, évidemment, que tout ce que je fais, c'est déjà écrit, c'est pensé. Peut-être le fait de le rendre si naturellement, ça fait que les gens pensent que c'est spontané, mais c'est vraiment bien préparé. Et donc, j'avais déjà mes contenus.
J'attendais maintenant comment j'allais m'organiser parce que je Oui. ne savais pas la billetterie, est-ce qu'on aura accès, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, en tant que quelqu'un quand même qui compte en griffe sur Mais les tu réseaux, comptes, hein, ouais, mais bon, j'allais facilement avoir... avoir une accréditation pour pouvoir entrer. Parce que les contenus, en fait, j'étais obligé d'après de les modifier Oui, en fonction de l'accès que j'avais dans certaines zones. Parce qu'il y a d'autres contenus qu'on n'a pas pu mettre en place. parce qu'il y a eu un On n'avait problème pas d'accès. d'accréditation. Oui. Moi, j'achetais mes billets, hein, comme Wow. tout le monde. Hein. Ouais. Et donc, c'était les tribunes Et pour moi. sachant comment c'était compliqué C'était d'avoir carré avec les gens des de la tickets CAF. avec les gens de la CAF, du COCAN. Donc, c'était les tribunes ou rien. Donc, il Oui. fallait faire avec. Alors que si on avait des accréditations All Access, par exemple, pour entrer dans certains coins, on aurait eu d'autres contenus encore plus intéressants. Mais j'ai dit, c'est Dieu qui a fait tout ce qui vient. Mais on n'a même pas senti, en fait, parce que les contenus que tu faisais étaient tellement bien faits, étaient tellement intéressants. Ah, voilà, quoi, on n'a vraiment pas senti. Si, parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai fait vivre aux gens la CAN côté spectateur. Exactement. Vous voyez? Exactement. Et c'est ça, en fait, l'engouement qui était autour que j'essaie de montrer. Parce que moi-même, j'étais dedans. Oui, C'est-à-dire que les jours de match où on faisait les rangs pour entrer au stade, moi, j'étais dans les rangs. c'est ça. Donc, tu vois, c'est des choses que les gens avaient envie de voir. Et je pense que, voilà, on a essayé Moi, je suis un passionné de foot déjà à la base. Ah, tu es un passionné de foot. Aïe. Quelle équipe tu supportes au plan national et puis en ASEC. Ligue internationale? Tu es ASEC. Moi, mon papa, Ah, ok. mon papa était à sec. Ok. Mon papa, dans la maison, il mettait tout jaune-noir. Même sur la table à manger, c'est nappe jaune-noir. Il avait sa carte de supporter. Non, le jour à sec joue comme ça, on mange poulet à la maison. C'est pas vrai. Avant, on ne mangeait pas poulet comme ça. Hein. Ah. Oui. Donc, il faut dire merci à la SEC. Grâce à la SEC, tu mangeais le poulet à la Bien maison. sûr. Donc, la SEC, c'est mon club de cœur. Le club de mon papa. Et lui, son frère, il était africain. Donc, à chaque fois qu'il y a un SEC Africa, c'était une rivalité. Mais j'imagine. Les enfants du frère contre les enfants de mon papa. Donc, tu vois que c'est... Voilà. C'est une longue histoire d'amour. Voilà, c'est à sec. Maintenant, si tu veux, à l'international, franchement, je n'ai pas de club. Où un Ivoirien joue, je supporte. C'est ça. Un peu comme on faisait avec Drogba, Voilà. Chelsea. Mais on va dire, voilà, Drogba, Chelsea, mais on va dire le Real Madrid a quand même un peu plus de cotes que les autres. Même s'il n'y a pas d'Ivoirien là-bas. C'est ça. Non. Mais tu peux supporter le Bayern. Hein. Bayern. Mais le Borussia Dortmund, puisqu'on a Haller là-bas. Oui, c'est ce que je dis. Là où un Ivoirien joue, je supporte. Oui. Maintenant, si on enlève tout ça là, le Real Madrid, il n'y a pas d'Ivoirien qui joue là-bas, C'est ça. mais c'est le club que C'est le top du top. je préfère, quoi. Donc voilà, c'est cette passion du sport là que j'ai essayé de traduire pendant cette CAN. Moi, je prenais plaisir Oui. à être au stade. Je ne regardais même pas les matchs. Non. J'étais avec je regardais les réactions des gens, mais je prenais vraiment plaisir parce que j'aime le foot. Et voilà, ça s'est ressenti, je pense, dans les vidéos. Hein. Et c'était historique. Ouais. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans cette période de Coupe d'Afrique des Nations, pendant que tu tendais le micro aux populations, aux gens, pendant les matchs? Quel est le moment ou le jour qui restera gravé dans ta mémoire en termes d'influence, de créateur de contenu? Alors, je dis à deux moments lorsqu'on a perdu 4 à 0. Évidemment. J'étais au stade et à la sortie du stade, franchement, cette douleur-là, on n'avait pas ressenti ça. Même match Côte d'Ivoire-Cameroun, nous ont fait dormir à 18h. C'était pas pareil. C'était pas pareil parce que c'était une humiliation qui ne disait pas son nom. Moi, je voyais dans les yeux des gens qui pleuraient, des pères de famille. À la fin du match, dans le parking de Bimpe, des gens étaient couchés, ils ne voulaient même pas rentrer chez eux. Et dans ça, je trouve des Ivoiriens en train de chanter. On nous a gagnés. On ne vaut rien, mais on s'en fout. Je me suis dit, bon, l'espoir est possible. Seul, on ne peut rien faire pour eux. Seul, on ne peut rien faire pour eux. Ils ont déjà à ce moment, quand tu entends ces voix, tu te dis, mais attends, mais les Ivoiriens sont fous. On a perdu 4 à 0, on s'est fait laminer. C'est un contraste. Tu te dis que les gens, ils seront tristes jusqu'à chez eux, mais tu vois qu'ils trouvent de la ressource pour se remobiliser. Oui. Et tu te dis que, franchement, l'Ivoirien... Il est exceptionnel. Découragement. C'est là que j'ai vu que découragement n'était pas Ivoirien. Oui. Et je vais te dire, c'est dans la suite de ça, mon deuxième moment, c'est que moi, je vais à la boutique et je vais prendre des couches. Et puis, à côté, le Ghana jouait le soir. À côté, j'ai dit, les enfants nous ont déçus. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, mon vieux, il y a encore espoir. Ghana
Et quand j'ai quitté la maison, le Ghana menait 2-0. Ghana a fait un match nul. Et il dit quoi? Il dit Ghana a fait un match nul. Donc ça veut dire que mon vieux, C'est tout est possible. encore possible. Et là, je vois que il y avait vraiment l'espoir qui est revenu. L'espoir qui est revenu. Et avec le match du Maroc dans les rues, c'était déjà la victoire, quoi. Ouais, c'est la Donc moi, c'était vraiment les deux moments parce que je me disais qu'à cette période-là, si la CAN s'arrêtait là, pour la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire, la fête était gâchée. En fait, ça aurait été un traumatisme incroyable. C'est même pas au niveau sportif, c'est au niveau même de la fête. Les gens qui ont investi dans les établissements hôteliers, tout ça, tout s'arrêtait. Et j'ai vraiment pensé à eux à ce moment-là. Je me suis dit, il ne faut pas que cette canne-là s'arrête là. Et peut-être Dieu a entendu nos prières. Dieu a entendu nos prières et on est allé jusqu'au bout. Yeah. Et tu as continué à produire du contenu jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'à la dernière minute, aux derniers instants, et même après. Et tout. Aujourd'hui, quel bilan, on va dire, tu fais de toute cette période où tu as beaucoup participé? On a eu l'épisode quelques jours après, quelques semaines après, des décorations, où tu as été vocal aussi à ce sujet sur les réseaux sociaux. Comment tu t'es senti? Les décorations? Déjà le bilan. Le bilan. Et ensuite les décorations. Le bilan, pour moi, il est très, très positif. Déjà, au niveau fierté nationale, on a la 3e étoile. Donc, c'est déjà ça. Et puis, au niveau personnel, le fait que mes contenus aient voyagé. Moi voilà, partout où j'allais, je voyais des témoignages, ça faisait plaisir. Ça veut dire que les gens ont vraiment suivi. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a réussi notre pari, qui était de prendre part activement à la CAN. Donc, moi, le bilan, il est positif. Et tu as même été récompensé par le ministère du Tourisme. Il y a une reconnaissance oui, au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme également. Oui. Et voilà, maman Malika Mourad qui m'a accompagné, voilà, comme elle pouvait pour qu'on puisse, on puisse se déplacer. C'était important parce que c'était avec les propres moyens qu'on faisait tout ce qu'on faisait. Maintenant, même au Bénin, j'ai reçu un prix justement par rapport à ces actions-là. Donc, le bilan est positif. Et puis, par rapport aux décorations et tout... Comment tu t'es senti à ce moment précis? Déjà qu'il y avait eu la polémique sur le choix des influenceurs prestataires du COCAN. Donc, il y a eu énormément de commentaires sur les réseaux sociaux, de commentaires négatifs à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et ensuite, maintenant, les décorations où, même après, peut-être que les personnes des médias que nous sommes, peut-être qu'on s'est dit qu'après, il y aurait peut-être une autre cérémonie pour reconnaître ce travail. C'est ce qui était prévu. Et c'était prévu. On ne sait plus où ça est actuellement. Et finalement, plus rien, silence radio. C'est comme ça le pays. Bon, tu vois, par rapport à la polémique du choix sur les gens du COCAN, ce que les gens me reprochaient, c'est le fait que je ne sois pas allé avec eux pour exiger une place. En fait, dans les influenceurs qui ont été choisis. Exiger une place? Qui t'a demandé d'exiger une place? Parce qu'en fait, sur les réseaux, il y a des gens qui avaient créé je sais pas, un comité ou bien une sorte d'association pour aller voir le président du COCAN pour dire qu'il y a des gens qui comptent sur les réseaux que vous n'avez pas choisis. Ce n'était pas normal. Et on m'avait demandé de faire partir de ceux-là, d'aller... Moi, j'ai dit que ce n'est pas à moi d'aller revendiquer quoi que ce soit. Parce que moi, j'avais été contacté et s'ils l'ont jugé bon de ne pas poursuivre avec moi, c'est peut-être qu'ils avaient les raisons. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais à faire, j'allais le faire. J'attendais même pas, en fait, une certaine caution. En fait, c'est ce qui n'a pas plu à certains. Ils ont fait des sorties et tout. C'est ça. Moi, je ne me suis pas arrêté là parce que j'avais déjà écrit mon truc, comme je t'ai dit. Et tu avais un objectif déjà. Voilà, quel que soit Rocan ou pas, moi, j'ai sérieux que j'irai à la CAN et j'avais déjà fait une interview, j'avais déjà dit ça. Après, quand les décorations sont sorties, franchement, moi, je n'étais même pas au courant. Ouais. Parce que ce jour-là, je venais de finaliser un bail là, donc j'étais très concentré. Le soir, j'arrive, je vois que je suis tagué partout. J'ai dit, mais il y a quoi? On dit, ils ont décoré les gens. J'étais même pas au courant. Parce que moi-même, quelques jours avant, j'étais les vieux pères yodés sur eux. On a fait cérémonie d'hommage, tout ça là-bas. On sait pas. Et puis on dit, ils ont choisi les gens, on devait être choisis, tout ça là. Bah, je me suis dit, bon, tu sais, les trucs qu'on t'a pas appelé même au début. C'est pas la peine de revendiquer, en fait. On t'a appelé même au début. Tu ne veux pas qu'on va t'appeler à la fin. Donc, il n'y a même pas lieu de revendiquer quoi que ce soit. Mais le fait que le peuple reconnaisse ça et veulent qu'on te récompense, ça a déjà dit que tu es déjà méritant. Donc, tu n'as rien à demander. Et puis, on est encore jeune.
Il y a du temps. Il y a du temps, ça va venir. Là, je suis sûr à 150%. Donc, ça n'a pas été pour moi traumatisant. Pas du tout. Comment tu te définirais en termes de personnalité? C'est vrai qu'on on voit tes contenus. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de très positif et de patient? Patient, très patient. Très patient. Tu es Ouais, patient. très patient. En fait, c'est la patience même qui fait. Sinon, comme je t'ai dit, je commençais, tu l'as dit en intro, en 2014. Oui. Quelqu'un qui n'est pas patient, je pense que le temps que ça a pris pour que Stoney soit quand même connu, et puis c'est même pas aussi, c'est pas encore tout le monde, Mhm. c'est un processus. Ça veut dire qu'on a essayé de rester dans une certaine, euh, je vais dire, mesure, Oui. pour ne pas qu'en fait, on te connaisse avec des buzz bizarres, Oui. ou bien des choses négatives. Et tu vois, ce qui est positif, ça prend beaucoup de temps pour construire. Si tu n'es pas patient, tu vas brûler beaucoup d'étapes parce que tu vois des gens arriver après toi. Oui. Parce qu'après moi, il y a beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui qui sont super méga connus et Exactement. ils font dans du buzz, dans des trucs et puis ça va vite. Mhm. Alors qu'en fait, on sait comment on fait. Mais si tu n'es pas patient, tu vas tout de suite te jeter dedans. Donc moi, je suis quelqu'un de très patient. Et puis, je déteste l'injustice. Oui. Ça se voit. Et ouais, C'est ça, Stoney. c'est mon truc. Je déteste parce que j'ai vécu beaucoup d'injustices dans mon enfance. J'étais traumatisé. C'est ce qui fait que, une fois que je sens qu'il y a une injustice, je me sens obligé de parler. Et c'est ça qui fait qu'on a dit les bêtes de Stoney. Parce qu'arrivé à un certain moment, il fallait dire des choses Qui qui dérangent, qui peuvent dérangent, déranger, qui peuvent mais tu dis les déranger. vérités. Mais voilà, la manière de le dire fait que même si ça te dérange, tu admets quand même qu'il y a une part de vérité. Donc Exactement. je peux dire, c'est ça en fait. C'est comme ça que je me définis. Tu dis que tu as vécu beaucoup d'injustices dans ton enfance. Mhm. Comment s'est passée ton enfance? Où tu l'as vécu déjà? Comment elle s'est passée? Mhm. Et de quelles injustices tu parles? Je crois que c'est des choses de famille. Mhm. Voilà, quand tu as vécu avec papa, maman, et puis après, tu vois que les parents se séparent, Bien sûr. c'est traumatisant. traumatisant déjà. Et puis, quand le père il va se remarier, Mhm. seulement que la femme avec qui se remarie, si elle n'est pas, Elle ne t'accepte pas, elle elle ne n'accepte pas les t'accepte enfants. pas et puis elle n'est pas ouverte aussi, ça fait que les enfants sont traités différemment par Bien rapport sûr. à d'autres enfants. Bien sûr. Et ça fait que c'était vraiment compliqué à la maison, de rester, de vivre à la maison. Moi, je fuyais carrément ma maison Oh. parce que j'avais pas cette paix-là, j'avais pas l'impression que j'étais... Tu n'étais pas aimé. Voilà, je ne sais pas que j'étais pas aimé, je sais que Mhm. mon père il m'aimait, Oui, oui. Non, mais, je parle de ta mais de belle-mère. l'autre, Oui. voilà, c'était invivable parce qu'il fallait faire profil bas sur tout, alors que tu sais en fait que toi, tu fais tout pour être voilà, Pour faire l'enfant, plaisir, pour le voilà, bon enfant. l'enfant, tu vois, mais ça marchait pas. Et je me rappelle même que quand je passais le bac, arrivé une certaine période, cette dame-là elle m'interdisait même d'utiliser la La lumière lumière. pour étudier. Et ta belle-mère t'interdisait d'utiliser Ouais. la lumière pour Ouais, travailler. ouais. Pour Et étudier. une fois j'étais en train d'étudier, elle est venue, Waouh. elle a cassé l'ampoule. Non. Oui, parce qu'en fait, il y avait une facture d'électricité. Elle demandait à ce qu'on j'aille payer la facture, mais Oui. quand je suis arrivé, il y avait tellement du monde. Oui. On a fait le rang jusqu'à... Bon, ça, on n'a pas pu. Mhm. Donc, le fait d'être revenu sans avoir payé la facture, ça l'a énervé. Et quelqu'un qui passe le bac, tu interdis à cette personne d'utiliser la lumière lumière. jusqu'à nouvel ordre. Et tu t'imagines que j'étais obligé d'étudier Dehors, sous devant les la porte, lampadaires. sous devant les la porte. lampadaires. Et franchement, quelqu'un qui n'est pas déterminé, il n'a pas le bac dans ces conditions-là. Et tu aurais pu lâcher. Ouais, j'aurais pu lâcher, j'aurais pu... et moi, mon père, il m'a toujours dit, tu vas à l'école pour toi. Et cette parole-là, ça m'est resté là. Donc, je savais que je faisais ça pour moi. Et tu vois, il y a beaucoup de choses encore, mais c'est tout ça qui C'est fait que... traumatisant pour un enfant. Voilà, c'est traumatisant. Tu te dis que c'est pas normal de vivre ce genre de choses. Et puis dans ces conditions, je veux dire, être mal aimé par la femme de ton père, dans ces conditions, certains auraient pu peut-être tomber dans la délinquance, Ouais. essayer de se faire reconnaître ailleurs, dehors, avoir de mauvaises fréquentations et tout. Mais tu es resté droit sur tes bottes. Tu as eu ton bac. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis
c'est les réseaux qui ont fait que je me suis ouvert. Tu es timide? Mais au début, Réservé. enfant, et tout le monde sait, je suis toujours dans mon coin. Oui. Moi, je suis le gars, tu vas pas me voir avec des amis, je sais pas, d'amis avec qui je traîne tout le temps. Je suis toujours dans mon coin. Et ça fait que, même quand j'avais des amis à l'école, ils n'avaient pas d'influence sur moi. Ils n'avaient pas d'influence sur moi parce que je savais en fait ce que je voulais faire. Oui. Et je me disais, quel que soit ce qui t'arrive, il y a des chemins, si tu prends, peut-être tu vas pas se battre. Moi, je ne suis pas un caïd, je ne suis pas quelqu'un. Ouais, je ne suis pas un bandit à la base. Voilà, je ne suis pas un bad boy. Je n'aime pas les risques bizarres. Tu vois? Donc, j'aime prends tes précautions. mon confort. Voilà, je n'aime pas parler, les choses comme ça. Là. Donc, je ne traînais pas avec ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis, en cette période aussi, j'allais beaucoup à l'église. Donc, avec la foi, tout ça, ça m'a fait accepter des choses qu'en temps normal. Je suis dans mon coin, mais j'ai gros cœur. Oui. Donc, en temps normal, je n'allais pas accepter. Oui. Mais la foi a fait que ça m'a changé carrément. Puis bon, je pense que ça a été formateur. Tu étais à Abidjan? Oui, à Abidjan, Gonzagueville. À Gonzagueville. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 frères. 4 frères? Une sœur. Une sœur. Et vous étiez tous en même temps, vous viviez en même temps avec non, votre non, père je et votre vivais belle-mère? avec mon grand frère, Oui. ma petite sœur. Et puis les autres, ils vivaient chez des oncles et autres. Tu as dit à cette période que tu savais ce que tu voulais faire, ce que tu voulais devenir. À cette période, qui voulais-tu être? Je voulais devenir journaliste. Ok. Je voulais devenir journaliste. Mais c'est pas loin de là, finalement. Ouais, c'est pas loin de là. Je voulais devenir journaliste. Et en même temps, je voulais faire du droit. Avec ce qui m'est arrivé, je voulais devenir avocat. Oui. Et quand j'arrive à l'université, c'est vrai que c'était compliqué, en fait, même pour avoir le bac. C'était quel bac? Bac D? Bac A. Ok. Et avec tout ça, c'était vraiment in extremis, tu vois. Oui. Ce qu'il faut pour avoir le bac, quoi. 206 points. Là, je le dis. Et c'était compliqué. Donc, quand moi j'arrive à l'université, je veux m'inscrire en droit. On me dit, mon frère, tu vois, voilà, la moyenne, tout ça, là, tu peux pas. Mais c'est bien, tu peux faire espagnol ou bien anglais, parce que tu es très bon en langue. Bon, moi, je choisis espagnol. On dit, non, tu as eu plus de. En anglais. Plus en anglais, donc on va aller faire anglais. Donc, je suis allé faire anglais. Donc, c'est vrai que je voulais devenir avocat. En même temps, je voulais être homme de médias aussi, journaliste et tout. Et aujourd'hui, tu es influenceur, créateur de contenu. Mais avant d'arriver à cette étape, ce que j'ai découvert que je ne savais pas, c'est que Stony a pris le micro pour chanter. Tu étais chanteur. À quel moment dans ton parcours tu deviens chanteur? La musique. À quel moment la musique, le virus de la musique te touche? Depuis toujours. Depuis toujours, depuis ton enfance. Moi, maman me disait que quand j'étais tout petit, je tapais sur les boîtes et je prenais le prénom de ma petite sœur, elle s'appelle Stéphanie. Je chantais toute la journée avec. Ah, le nom de ta petite sœur? Ouais, moi, je n'étais pas au courant même. C'est quand j'ai commencé à faire la musique, elle m'a dit que moi, ça ne m'étonne pas parce que tu chantais beaucoup. Donc, vraiment, et au lycée, je passais beaucoup de temps à copier les chansons que j'aimais. Oui, Et avant, c'était les... Comment ça s'appelle? Tu vois, les magazines, OK, non, Podium. Non, où on met les cassettes. Où on met les cassettes, les CD, là? Ouais, non, on met les cassettes même carrément. Oui, les cassettes, oui, je vois, Et puis, on fait un peu les écouteurs. C'est ça, là. oui. Les Walkman. Le Walkman. Oui. Et j'avais un Walkman. Je mets les cassettes, j'écoute, je me pose, j'écris. C'est comme ça que je recopiais. Et j'avais un cahier dédié aux chansons. C'est que les chansons old school avant, voilà, je connaissais toutes les paroles. Donc vraiment, j'aime beaucoup la musique. Après, quand je suis allé après mon bac, c'était plus possible de tenir là-bas, tout ça. Et puis bon, je suis allé chez mon oncle qui était à la Riviera 3-6-VAP. OK. Arrivé là-bas, j'ai un groupe d'amis qui sont dans la cité, avec qui on va jouer au foot. Et après le foot, eux, ils étaient plus Arafat, moi j'étais de Bordeaux, tout ça là. C'est dans ça qu'on a commencé à faire des sons comme ça. Ah, vous avez fait un boys band? Ouais. Ah et bon? moi j'étais le beatmaker, si tu veux. OK. C'est moi qui cherchais les instrus. C'est ça. Parce que moi j'étais un peu plus calé au niveau high-tech, tout ça, tout ce qui est. Donc tu avais les logiciels pour trouver des beats et tout ça. Un ordinateur, le logiciel, je faisais les beats. Ouais. Je prenais FL Studio, j'arrangeais, je posais la voix, je faisais les beats. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chanter. On s'appelait la Mifa du Calcio. La quoi?
La MIFA du Calcio. La MIFA du... Parce que le Calcio, c'est là où on jouait au foot. Ok. Et c'était la famille du Calcio. Oui. C'était quel genre musical? Coupé décalé. C'était coupé décalé, parce que l'influence c'était coupé décalé. C'est ça. Et puis après, on a mis un peu du rap dedans. Ça, c'était avant même les Kiff No Beats. Du Calcio, ça fait un peu rap, un groupe de rap. Hein. Ça fait, genre Bad Boy. oui, c'est ça, mais c'était vraiment coupé décalé. Et il y avait People Fernandez, qui s'appelait People Fernandez. Moi, ce temps, on m'appelait Ellie Lovestone. Ellie Lovestone. Tu vois comment c'est lourd. Tu étais quoi? Tu étais un donjon déjà à la base? Non, moi, je venais à les paroles d'amour, les trucs comme ça, tu vois. On m'appelait Ellie Lovestone. On dit Ellie Lovestone. Les gens ne m'appelaient pas Ellie Lovestone. Hein. On m'appelait Stone. On dit Ellie Love, là, c'est trop. Stone, tu vois. Pourquoi le Stone, en fait? D'où ça est venu? Parce qu'en fait, Ellie Love, je m'appelle Élisée. Ellie Love, c'est des multiples de Ellie, Élisée. Et puis Love, l'amour, tu vois. Mais non, moi, c'est le Stone qui m'intéresse. Mais non, le Stone, là, c'est pour dire que... Parce que Stone, c'est pierre en anglais. C'est pour dire que je voulais faire mon côté, tu vois, un peu... Je suis Love, mais je suis un aussi, quoi. Moi, je ne suis pas un gars... Tu vois, les gentlemen 2.0, c'est pas quelqu'un qui est dans les Love, les trucs comme ça. C'est vrai que j'aime, mais je sais concentré. Je sais pas faire les choses de romantisme, les choses pour... Tu vois, c'est un peu dur, façon, dans la fête d'amour, là. Donc, c'est ça, on a mélangé. Et ils ont choisi le Stone. Dans le Stone, c'est devenu Stony. Parce qu'on a dit Stone, c'était trop dur. C'est devenu Stony. Un peu chic, la Stone. Et puis, voilà, c'est resté comme ça. Donc, et ça te suit jusqu'à présent. Donc, quand le boys band, comme tu as dit, quand j'ai déménagé, puisque je suis retourné, après le décès de mon père, je suis retourné à Gonzague, dans la maison familiale. Et j'ai continué tout seul. Genre, j'ai sorti 2 projets. Quand vous allez... En quelle année tu as sorti 2 projets? On était en 2010, 2012 Non. C'était, je pense, vers 2007, 2008, quelque part là-bas. Ok. Donc, en tout cas, si vous allez-y sur Deezer, vous allez voir j'ai un son là-bas. On tape Stony. Vous trouvez le son? C'est Stony to Love. Stony to Love. S-T-O-N-I-T-O Love. Mais je sais pas si c'est... Vous allez trouver mon son là. Désormais, appelez-le le Dracula des arrangeurs. L'arrangeur apocalypse. Stony to Love, le matricule 1805 de la musique ivoirienne. Le père Ernest J. DJ Choco l'original. Le DJ 60. DJ Bibi Lonjarco. Le DJ... On va le mettre. Bon, donc, bref, la parenthèse. Voilà. Et cette parenthèse, elle a duré combien de temps? Alors, cette parenthèse, elle est importante puisque c'est de là que je pars au Maroc. Quand je lance le Stony, j'essaie de faire les émissions télé. J'ai fait même avec Mohamed Kanté, Musique Actu. J'ai fait un clip qui est disponible sur YouTube. Un clip, tout ça. Mais attends, on va déterrer ça des... Stony Love, lancé, tiré. Vous allez voir. On va déterrer ça des meilleurs d'Internet. Oui, j'ai fait un très beau clip en ce temps-là. Et puis voilà, nous, les styles que les Kiff No Beats faisaient là, nous, on avait ça avant. Nous, on était les devanciers. Nous, on était les devanciers. Après, on s'inspirait des tout fans un peu, donc on mélangeait ça avec le coupé décalé. Décalé. Ouais. Et quand je lance ça, c'est vrai que je veux vraiment... Donc, je suis partout dans les boîtes de nuit, j'essaie de me faire connaître. J'estime que quand même mes sons sont bons. C'est ça. Mais c'est difficile parce qu'en cette période-là, c'est le broutage, c'est les spots. Oui. Et le boucan. Et dans les boîtes de nuit de Port-Boué, si tu ne fais pas spot, tu ne joues pas. Je partais à l'Étoilé Bar, à Port-Boué, au Trobis. Quand je vais comme ça, les soirées, généralement, ça démarre à 2h du matin. Moi, il va à 20h. Tu vas faire quoi à 20h? Donc, à me mettre sur conducteur. Ok. J'arrive là-bas à 20h. Je vois le manager. Ils m'ont fatigué. JJ Miller. Tu devais payer pour... Chilo le typhon. Chilo qui travaille là. Ils connaissent. Je dis les noms. Et là, on me met sur conducteur. On dit oui, t'es sur conducteur. Et quand ça vient là, les artistes pressent poteau. Mais tu fais pas sous. Les gens viennent chanter le nom des gens, ils vont donner l'argent. Le spot, de faire un peu de dalakou. Moi, non, je ne fais pas spot. Moi, je viens chanter les chansons du cœur. La bonne musique. On dit non, c'est pas ça. On veut le bruit. Et je suis obligé de rentrer au studio pour aller faire spot.
que je prenne Didier, là, on fait sport maintenant. Sport aussi, on fait. On arrive, bon, on dit, tu n'as pas élément. Tu n'as pas élément, c'est-à-dire, tu n'as pas de boucantier qui te supporte quand tu chantes. Ah, quand tu chantes, tu devais avoir un boucantier à côté Il de faut toi. avoir des éléments, c'est-à-dire des gens qui te chantent un nom, quand tu chantes, ils viennent te donner l'argent. Ah, Et c'est dans ça, eux, ils prennent pour eux c'est ça. et te donnent un peu. C'était tout un code, quoi. C'était une Et mafia. toi, tu respectais Et moi, pas je les regarde ça, j'ai dit, voilà, vous allez voir. Vous allez avoir besoin de moi dans ce pays-là. et de là, je pars au Maroc. Et je pars au Maroc, arrivé là-bas. Tu vas au Maroc, pourquoi? Alors, déjà, quand je chante, j'ai quelqu'un qui me voit sur les réseaux sociaux, qui vit au Canada et qui aime beaucoup ce que je fais. Parce qu'en fait, dans les spots que je faisais, il y a un ami, il s'appelle Arjun le Merveilleux, que je chantais. Ok. Et lui... C'était un boucantier et c'était un brouteur. Bon, je ne sais pas si c'était un brouteur, mais c'était un boucantier. Et lui, il avait une dame avec qui il parlait qui était au Canada. Tu vois? C'était son crush, dame, quoi. Il discutait, c'était son crush, mais en fait, elle avait une association pour aider les brouteurs à sortir parce qu'elle avait été arnaquée en son temps. Du coup, elle a un truc pour aider les brouteurs à sortir Ton ami, là, c'était un brouteur. du milieu dans lequel ils sont. Tu vois? Et moi, le fait que moi, j'ai chanté son nom et que lui, il publiait, ça fait qu'elle m'a découvert. Elle a aimé, en fait, la façon dont je fais la chanson. Et puis, elle m'a dit, bon, je peux t'aider, je peux te pousser pour que tu puisses vivre de ta passion. Okay. Moi, j'ai dit, c'est gentil, tout ça. Et puis, donc, c'est à partir de là que, quand on a fini le clip, moi, j'ai dit que ça va bien m'intéresser d'essayer d'aller voir ailleurs. Peut-être que là-bas, au moins, ils ne vont pas regarder trop sport. Peut-être l'herbe sera plus verte ailleurs. Et en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui s'appelle Fotso, Cannavaro Fotso, que je salue. C'est un Camerounais qui était dans une boîte de nuit à Rabat qui s'appelle le Harold Night Club et qui me dit, ah, c'est bien si tu viens au Maroc, il y a des soirées, des Ivoiriens, tout ça là. Et puis si, bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes, tu pourrais faire des soirées et tout. Donc c'est comme ça que l'idée me tu as sauté dans l'avion. Voilà, je vais au Maroc, j'arrive. Quand j'arrive, je vais à Rabat, puisque j'ai atterri à Casablanca. Je vais à Rabat, je fais la soirée, ça se passe bien, en griffe. Mais sauf que là, c'est pas, on me donne live. Et ils avaient un orchestre qui joue tout ça là. Ils chantent, mais je vois que mon frère. Déjà, c'est la musique là. Comment ta voix, elle est. C'est ce que je te dis. Faut me faire. Non, laisse ça. Non, je vais pas. Laisse ça. Parce que le truc, c'est que tu fredonnes. C'est que. Attends, je te dis. Le truc, c'est que. Stony to love. Attends, le truc, c'est qu'au studio, tu te crois fort. Quand tu t'en vas et puis on met l'orchestre pour se on te dit chante. Et puis là, tu regardes quoi? Tu te dis, est-ce que mon meilleur est bien fait? Est-ce que mes parents ne m'ont pas blagué? C'est en public. Tu te dis, j'ai encore des progrès à faire dans la musique. C'est là que tu t'es rappelé que tu avais des progrès à faire. Non, c'est là que je me suis rappelé que est-ce que la musique ne m'est pas laissée à côté? Mais tu as fait clip. Tu as sorti des. Non, mais j'étais sûr. Hein? Et puis j'étais sûr que moi, je rappais un peu façon là. Oui. Je rappais un peu. Mais il faut rapper un peu, je vais voir. Un petit truc. Alors, ça fait. Je ne suis pas Hugo pour te dire de gros mots. Je ne suis pas Corneille pour te dire que je t'aime. C'est bon, c'est bon. Tu m'as déstabilisé. Tony to love. Bientôt on track, bientôt dans les bacs. Non, j'ai laissé tomber. Là, on était en quelle année? On était. Je vais au Maroc. C'est quoi, 2013, non? 2013. 2013, ouais, 2013. Et là, tu continuais les études à l'université ou bien tu avais mis pause? Alors, à l'université, c'est qu'il y avait eu la crise. La crise, c'était en quoi? 2010, non? 2010, 2011. 2011. Et quand on ouvre l'université, tu vois, le programme s'était accéléré. Oui. Et on allait au cours même dimanche. Alors que moi, après, quand le vieux est décédé, je faisais mon petit gombo. C'est ça. J'étais maître de maison. Pour aider tes frères aussi. J'étais maître de maison. J'avais fait un concours. À l'époque, la structure s'appelle Academix. Ah oui, je connais Academix. Voilà. Et moi, j'avais fait le concours, j'avais été recruté, donc je partais enseigner. Et... je partais enseigner. Tu étais maître de maison dans les maisons. J'étais Gonzague, je venais à Palmeraie, vers Sceaux-des-Cils, le rond-point, là, pour enseigner. Et avec la crise, quand il y a eu, tout était fermé. Oui. Le monsieur, académique, ça a été saccagé, donc il n'y a plus de contrat. Le monsieur, il a tenu à me reprendre personnellement. Et lui, c'est actuellement le chef d'état-major
des armées de Côte d'Ivoire, le général Doumbia, que je salue. On le salue. Voilà, c'est sa fille que j'enseignais. Ok, waouh. Et donc, là, quand on dit les universités sont ouvertes, moi, j'ai plus l'argent. Puisque, à quel temps je vais pour venir enseigner? C'est ça. Et donc, je finis ma licence. Heureusement, je valide toutes mes UV en première session, tout ça. Et puis, on dit, bon, tu peux aller sur parapluie atomique pour revenir, faire maîtrise, tout ça. Là. C'est quoi le parapluie atomique? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as arrivé à la licence, tu peux sortir, aller travailler, tu veux, puis revenir, reprendre tes études après. En ce moment, le système aussi, il a changé. On est passé au LMD. LMD, oui. Bon, on me dit que si je continue dans ça, comment je vais faire pour payer les cours, tout ça là? Donc, j'abrège en fait. J'abrège. Je m'inscris en année de master. C'est ça. Mais je ne fais pas, je ne commence pas. Et je vais au Maroc, arrivé là-bas. On me dit, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui travaillent. Tu fais quoi là-bas? On dit, bon, on dit, ils font quoi? Ils font call center. Et toi, tu étais venu pour devenir une star de la musique. Moi, je suis venu pour devenir une star de la musique. Et puis, tu te rends compte que la voix... Je vois que, ma voix que n'est pas pour chanter là. Là-bas, ils chantent en live dans les karaokés et tout quoi. Bon, les gens ne vont pas m'inviter encore. Soit ils retournent, soit ils décident de travailler. Oh, tu étais déjà là. J'étais déjà là. J'ai dit, bon, il est retourné, mais il fait quoi là-bas? Je vais faire quoi? Parce que 50 000, on me donne par rapport à un truc là. Ça ne me permet pas. Après ça, à côté de ça, je vendais du pain, les choses comme ça. C'est ça. Tu te débrouillais pour je fais un vrai tes travail. C'est ça. Là que je fais une formation en call center, relations clients, tout ça. Quand après, j'ai le certificat, je fais. Tu as fait ça encore en un mois? C'était accéléré pour pouvoir travailler? Accéléré. En 2 mois, hein, je crois, 2 ou 3 mois. Je finis, j'intègre les call centers. C'était difficile, mais j'arrive à faire un chemin. Et après ça, je suis des formations, marketing digital et tout, pour essayer de parfaire encore ma maîtrise du marketing. Et c'est comme ça, en fait, que je reste au Maroc. Et tu envisageais de rester toute ta vie au Maroc? Non. En ce temps, mais je ne voulais même pas revenir en Côte d'Ivoire. Ça ne te disait plus rien? Je ne voulais plus parce que j'avais vécu tellement de choses négatives. Oui. Et puis, c'était mon premier emploi. J'arrivais à travailler. J'arrivais à me prendre un logement. À te prendre en charge. À me prendre en charge. Je me suis dit, bon, c'est mieux. Hein. C'est mieux que je fasse ma petite vie ici. Je pouvais envoyer de l'argent à maman, tout ça là. Donc, c'est mieux de rester ici. Ça ne me disait rien, en fait. Et comment ça se passait avec la communauté ivoirienne là-bas? L'entraide, vous vous souteniez et tout? Bon, en tout cas, comment je suis arrivé, c'est vrai que c'est un vieux père qui s'appelle Marius qui m'a conseillé de faire call center et tout. Donc, la communauté, moi, je ne la connaissais pas vraiment, la communauté ivoirienne. Moi, j'étais plus la communauté camerounaise. Parce que, au Maroc, c'est avec la belle famille. Ouais, en colocation, vous avez beaucoup de nationalités. Vous avez un appartement, il y a plusieurs chambres. Vous pouvez avoir Tchadien, Camerounais, tu vois. C'était plus des étrangers. C'était le panafricanisme. Voilà, c'était pas vraiment les Ivoiriens. C'est ça. Donc, je n'étais pas dans le groupe des Ivoiriens. C'est pour ça qu'au Maroc, quelqu'un qui va te dire que lui connaît ma vie, il ment. T'as menti. Tu as menti. Même là où vivaient les Ivoiriens, beaucoup, je ne vivais pas là-bas. Et je connais les affaires là. C'est quoi leur affaire? Je connais les affaires là. Et même là-bas, ils ne sont pas soudés. Ils ont plus d'associations. Beaucoup de sorcellerie, ils ne s'entendaient pas. C'était compliqué. Il n'y a pas de rapport en tant que tel avec la communauté ivoirienne. Mais je pense que c'est quand j'ai commencé les choses sur Internet qu'après, ils m'ont découvert. Tu as commencé les choses sur Internet en 2013-14? 2014. Et à cette période, il y a une transition au niveau des réseaux sociaux, principalement Facebook. Yes. Nous, notre époque, on l'a vécu en tant que blogueur qui écrivait, qui avait des sites, on avait des sites en ligne où on écrivait des articles et tout pour partager notre quotidien. Et il y a la transition avec le live Facebook et qui entraîne un bouleversement au niveau du terme blogueur, puisque Facebook a mis l'option blogueur sur ses pages pour s'identifier. Et il y a une nouvelle génération de blogueurs dont tu fais partie. Comment tu te lances dans le live Facebook, dans la production de contenu vidéo? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à faire ces contenus vidéo où tu décortiquais l'actualité des stars, le showbiz et tout ça? À quel moment? D'accord. Alors, il faut dire que
quand je commençais la musique, je créais une page Facebook pour relayer mes infos, tout ça. Avant, c'était Skyrock. Donc, j'étais sur Skyrock. C'est ça. Mais j'ai créé une page Facebook et qui s'appelait Stony to Love. Ça, c'est pour... Stony to Love. On va t'appeler Stony to Love. Élisée Stony to Love. Non, faut laisser. Ça, c'était pour la musique. C'est ça. Là, quand j'arrive au Maroc, je suis seul, je vis seul. Oui. Et voilà, Facebook arrive en 2009, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, je pense que c'est autour de 2012 vraiment que c'est vulgarisé en tant que tel. Et même en 2011, j'avais les Papi Pawa, tout ça là. Donc, on suivait ça depuis le pays. Et puis, bon, c'était le seul moyen de rester proche du pays. C'est ça. Donc, je suivais beaucoup. Et puis, j'ai vu sur la toile, il y a une fille en cette période-là qui avait fait Miss Côte d'Ivoire. Et puis, il y avait eu une sextape d'elle qui avait fuité sur Internet. OK. Et ça avait été fait fuiter par un membre du groupe Kouf Kif No Beat en cette période. C'est ça que j'ai raté cette partie-là. Ah ouais, ça c'est... Et j'ai vu beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé, qui sont moqués d'elle, tout ça. Moi, j'étais là, vraiment, ça m'a choqué. J'ai dit, attends, ils ont un problème, ceux-là. On vous dit qu'une fille, sa nudité est sur Internet. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait rire dedans? De ça, pourquoi il y a... Même au niveau des femmes, il n'y avait aucune sororité. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de dénonciation. Et moi, comme je dis, je suis contre toute forme d'injustice. Ça m'a fait bizarre. Moi, un artiste, moi, c'est ma musique qui m'intéressait. Maintenant, puis là, j'ai dit, bon, moi, je vais faire une vidéo, je vais parler. Oui. Et j'ai fait la vidéo, j'ai publié sur ma page Stony to Love pour dénoncer, pour dire non, c'est pas bien, tout ce que vous avez fait à la fille, tout ça. Et j'ai vu que quand même, il y avait des gens... Il y avait des réactions. Qui étaient contre ça. Exactement. Qui n'osaient pas s'exprimer, en fait, mais qui étaient contre ça. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi, si tu veux. Tu as dit, je peux continuer, je peux... Et je continue même pas même. C'est-à-dire que je fais, et puis je m'arrête. Tu passes à autre chose. Moi, je travaille. C'est ça. Je dois aussi descendre d'après, c'est dur. Ouais. Et puis après, il y a Alissa Zena. L'époque Alissa Zena, l'homme saga. C'est une époque aussi. Tu as raté ça aussi. Tu as raté ça aussi, vraiment. Et là encore, j'ai fait une vidéo. Est-ce qu'il y avait Bravador, tout ça qui était impliqué dedans? Bon, Bravador, je sais. Oui. Donc, j'ai fait encore une vidéo. Tu vois? Et puis, les gens, ils aiment bien. On me surnomme, on me dit petit procureur. Là, tu prends les affaires. C'est comme ça que... Donc, le accusé, levez-vous aussi d'une certaine manière. Voilà. Non, ça source. Donc, c'est comme ça que je commence les vidéos. Vraiment, je commence les vidéos par cette dénonciation-là. C'est ça. Tu vois? Et puis, les gens, ils ont bien aimé. Parce qu'on dit que non, ils s'expriment bien. Ça change de ce que les gens voient sur les réseaux, des Ivoiriens qui ne savent pas parler en cette période, tu vois. Et puis, j'étais quand même jeune, frêle. Je n'avais pas d'autre choix que de bien m'exprimer. Hein, parce que quand tu fais centre d'appel... Voilà, tu es un littéraire en plus. Voilà, en plus, c'est un littéraire. Donc, c'est comme ça, en fait, que je commence. Et puis, étant tout seul là-bas, je fais des... Et je me suis dit, avec l'humour, ça peut mieux passer les messages qu'on transmet. Et c'est comme ça que j'essaie de commencer à créer du contenu jusqu'à ce que je me dise, bon, nous, on va travailler, on vient. Il y a des affaires qui se passent, on n'est même pas au courant. Oui. Pourquoi ne pas faire une rubrique qui va résumer tout ça? L'actualité, showbiz. Une mise à jour avec les bérets, des people et tout. Et puis bon, ça part. Et ça prend. Ça prend. Ça prend tout de suite, les gens adhèrent. Ils aiment parce que c'est short pour eux. Tout est dedans. On n'est pas dans... C'est l'information, mais de façon drôle, quoi. C'est-à-dire que tu gères l'analyse du béret pour eux. Ça leur permet de gagner du temps. Gagne du temps. Au lieu d'aller chercher. Au lieu d'aller... Moi, je me tape... Lui qui fait tout à l'heure, j'abrège ou bien bref. C'est ça, abrège frère. Nous, on a fait ça avant. C'est-à-dire que moi, je me tape une heure de direct. C'est ça. Pour récupérer les parties, trucs. Une heure de direct. Oui, parce que les gens, ils abusaient. Hein. Ah, purée. Mais t'imagines, tu dois faire peut-être 3 heures de direct parce qu'il y a différentes actualités comme ça, showbiz, ça prenait du temps. Waouh. Donc, il fallait que j'écoute. Souvent, soit à mes pauses, soit quand je rentre dans le car, j'écoute un peu. Et puis, je répète les parties. Et puis, je fais le résumé. Et les gens, ils ont adoré le concept. Tu as dit que tu avais déjà un talent pour l'humour. Tu rajoutais un peu d'humour dans ces vidéos que tu faisais. Et j'ai vu aussi que à un moment donné aussi, tu as fait aussi un peu d'humour, de stand-up et tout ça. Est-ce qu'à un moment, tu as voulu finalement te concentrer peut-être sur ce talent humoristique pour en faire quelque chose?
ou c'était juste un bref passage C'est que les gens concours de ce que les circonstances? gens savent pas, moi, en partie de la classe de troisième, j'ai fait du théâtre. Ah, tu as fait du théâtre. Ouais. Mais comment on dit, tu es pluridimensionnel, Tony. Non. Tout love. Moi, j'ai fait du théâtre. Donc, et puis au théâtre, je rendais bien quand même les rôles. Et même après, on faisait les mini-variotoscopes souvent. C'est ça. Avridi-Cité. Moi, j'ai vécu à Avridi-Cité. Quand je parle là, je donne les noms. Mais donne, on a besoin de Voilà, références. je donne les références. Comme ça, vous savez. Donc, pour ceux qui ont vécu à Avridi-Cité, ils savent. On a fait les mini-variotoscopes, on faisait les danses et tout. Et même dans ça encore, c'est moi-même, on choisissait comme chanteur. Et c'est pour te dire que j'ai chanté un peu. Tu chantais un peu quand même. Oui. Mais cet amour du théâtre-là, si tu veux, de l'humour, là, c'est quelque chose qui était déjà là. C'était inné, en fait. Voilà, moi, en fait, quand je parlais, tu vois, les gens, ils aimaient bien la manière de parler. C'était une touche humoristique. C'est ce que j'ai mis dans mes vidéos. Oui. Maintenant, après, pour rendre les problèmes de société encore plus palpables, j'avais créé un personnage qui s'appelait Stonita. Okay. En fait, c'est la version Stony, mais féminin. Tu vois? Du coup, je me déguisais, je mettais les perruques, et puis je jouais les deux rôles en même temps. Tu vois? Et j'avais commencé à faire ça. Ça plaisait aux dames, tout ça. Je faisais aussi des sketchs à l'époque, tu vois? Mais j'étais un peu frustré quand j'ai entendu certains grands frères dire que les web humoristes, ils ne peuvent pas faire de la scène, tout ça. Là. Oui. Il y avait eu ce débat à un moment donné où web humoriste, ils peuvent pas. légitimité. Moi, j'étais un peu frustré parce que moi, je me suis dit, il ne faut pas restreindre les gens. Hein. C'est peut-être par ça qu'ils ont commencé, mais on ne connaissait pas leur talent. C'est ça. Tu vois? Et puis, au Maroc, j'ai la chance de participer à Afrique Humour. Okay. C'était le premier spectacle humoristique qui regroupait plusieurs humoristes d'Afrique. Et il y avait Ramatoulaye, Magnifique, Prissy, Doudou du Sénégal, tous ceux qui sont venus au Maroc. C'est ça. Et moi, je faisais partie des personnes, en fait, qui allaient jouer sur scène ce jour-là. Il y avait Messako Kamara, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et moi, quand je monte sur scène, j'écris mon sketch, je monte sur scène, mais j'ai dit, j'ai déjà full. C'est pas pour dire que... Ouais, c'est pas pour dire... Tony! J'ai dit, il y a un moment, Freddy, tu peux lui demander, il faisait ses premiers pas dans le stand-up. J'ai dit, j'ai déjà full. Donc, quand je sors de là, il me dit, ah, est-ce que... il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on peut creuser. Et puis, dans l'écriture, je sais quand même, je suis un littéraire, je sais quand même écrire des textes. Et c'est comme ça que je continue. Et puis, il y a un ami qui me dit au travail un jour, pourquoi tu ne fais pas, comment ça s'appelle, mais Parlement du riz? Oui. Le Parlement du riz existait déjà à ce moment, au moment de... Non. Okay. Oui, ça existait. Okay. Mais vraiment pour l'élite, quoi, si tu veux. Ça. Pourquoi tu ne fais pas? Je dis, ouais, c'est pas... J'ai mûri l'idée. Et puis après, j'envoie des textes au Parlement du riz. J'envoie 4 textes. Et les 4 sont retenus. Waouh! On fait un coucou à Maman. Maman, ouais. Les 4 sont retenus. C'est-à-dire que j'envoie 4 tests, les 4 sont retenus. C'est-à-dire que tu vas faire 4 sketchs. 4 sketchs? Pour ta première participation. Donc, je fais 4 sketchs. Et les gens qui voient sur la page de Canal, j'ai 2 sketchs qui sont republiés. Wow. Ça veut dire que, quelque part, ça a accroché. Oui. Ça, tu vois, on ne publie pas les sketchs qui n'ont pas marché. Bien sûr. Ça a accroché. Les gens ont aimé. Et il y a des grands frères qui me disent, ah, toi, tu viens d'arriver là en public, t'es trop méfié. Tu vois? Et puis, par la suite, maman demande à ce que je participe à Abidjan, capitale du riz. Oui. Je vais à Abidjan, capitale du riz encore. Tu déjà full. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon. Et puis, il y a des gens qui venaient, on va t'organiser ton... J'ai dit, calmez-vous. Spectacle, là, calmez-vous d'abord. J'ai fait ça pour montrer un truc. Je sais que je peux. Oui. Donc, comme j'ai fini de faire ça, on va attendre d'abord. Et je faisais les Gondwana Club chaque vendredi. Au Pullman, je faisais. Ah, quand je suis rentré à la télé, raté alors. Ouais, quand je suis rentré à la télé, avec le programme de télé, je ne pouvais plus aller. C'est comme ça que j'ai arrêté un peu. Voilà, mais ça ne veut pas dire que je suis sorti carrément de là. J'ai arrêté un peu pour me concentrer sur autre chose. Et de temps en temps, tu vas revenir. De temps en temps, tu vas faire des piqûres de rappel. Moi, j'ai un agenda. Je suis mon agenda. Tu es patient. On en revient à la patience qui est ta qualité. Ouais. Tu as parlé de chroniques sur la télé. Tu es influenceur, tu es créateur de contenu, tu es également humoriste. Est-ce que tu vis pleinement de ça? Est-ce que tu vis surtout pleinement de ton métier d'influenceur, de créateur de contenu en Côte d'Ivoire?
Et surtout, à quel moment tu as commencé à gagner de l'argent? Tu as compris que je tiens quelque chose, je fais des vidéos, ça plaît, mais en plus, ça me rapporte de l'argent. À quel moment, à quelle période? À quel moment j'ai commencé à vivre de ça en 2020? OK. Parce qu'avant ça, c'est vrai que c'est pas que tu Et gagnes. puis Facebook ne rémunérait pas. Voilà. Et moi, avant, en 2020, vous voyez, il y avait la monétisation qui est arrivée. Étant au Maroc, j'ai participé au programme. Et donc, ma page a été retenue. Je faisais. Et puis, je pense que j'ai commencé à avoir un peu les brinques. OK. Mais c'est en 2020, en fait, je laisse le travail, je démissionne. Je prends un risque. Parce que quand je vais au Parlement du Rire, non, à Abidjan, capitale du Rire, on était en plein Covid. Et puis, on était tous en télétravail. C'est ça. L'entreprise ne veut pas de congé. Oui. Moi, je leur dis, je dois aller. Ils me disent, non, tu n'as pas de congé, tu n'as même pas de solde congé. Wow. Moi, je veux faire. Et je vais. Quand je viens, il y a une mise en demeure, on me licencie, tu vois, tout ce qu'il fait. Mais je fais le risque parce que j'ai dit qu'il faut que je saute le pas, il faut que je fasse le pas. Puis j'arrive, je reviens. Ma tête n'était plus au Maroc, quoi. J'ai dit, il faut que je rentre au pays et que je vive ma passion, en fait. Que tu prennes le risque de vivre entièrement de ta passion. passion. De ma passion pour l'humour, pour tout ce que je fais. C'est comme ça que je rentre au pays, sans perspective. Je n'avais pas d'opportunité. Sans parachute. Rien. Mais je me suis mis en tête que quand j'arrive, je dois travailler. Je veux être chroniqueur pour télé, pour radio. J'avais tout ça écrit. Et j'ai confié à Dieu. L'écriture, c'est très important. Écrivez ce que vous voulez devenir, vos projets, écrivez-les. Prenez le temps d'écrire. C'est bon. C'est très important. Et quand j'arrive, tout ça se met en place tout seul. Donc, j'arrive avec toutes mes économies, mes petites économies. En ce moment, ma fille venait de naître, même il n'y avait même plus l'argent. Elle est mignonne, sa fille. Elle est magnifique, franchement. Il n'y avait plus l'argent. Wow. Donc, j'arrive, je les laisse là-bas. Je dis, bon, je vais à l'aventure dans mon pays. Oui, à l'aventure dans ton pays. Dans mon pays. Tu as un repact. Voilà. Donc, j'arrive, je mets tout on cherche un appartement, tout ça là. J'ai même pas équipé, j'ai mis mon petit matelas. Je suis là. On a commencé les vidéos. Mais franchement, Dieu avait sa main dedans. Parce que la première vidéo qu'on fait s'appelle Audrey. Ça cartonne. Je pense que la vidéo avait 82 millions de vues. Wow. Jusqu'à ce que récemment, là, Facebook la supprime, je ne sais pas pourquoi. 82 millions de vues. Oui, et là, ça fait boum. Je faisais des vidéos qui marchaient super bien. Et les sketchs, les choses comme ça. Et c'est comme ça que ça part, quoi. Et tu commences à être à fond dessus. Ta famille, je les fais venir. Ta chérie. Moi, j'arrive en décembre. Ta fille sont là-bas. J'arrive en décembre. Moi, je les fais venir en février. J'ai dit que, voilà, j'ai dit, bon, c'est bon, les gars. J'ai stabilisé. C'est pas que stabilisé, mais je sais que mon pied est sur caillou. Je tiens quelque chose. Vous pouvez venir. Voilà. Et puis en ce moment, comme les vidéos marchaient beaucoup, du coup, j'étais bien payé par Facebook. Donc, je vivais quand même bien. OK. Tu vois, tu pouvais payer ton loyer. Tranquille, tu vois. Facebook, hein? Tranquille. Donc, là, c'est autant où on consommait la bonne vidéo. Ton loyer, ton Facebook. Non, voilà. Vraiment? Donc, c'était tranquille. Et puis... et les marques ont commencé aussi à cette période 2021 à venir petit à petit. Petit à petit. Mais j'avoue que les marques, ce n'était pas ma plus grosse source de revenus. Parce que dans les sketchs qu'on fait, c'est vrai qu'on fait des placements, produits et tout, mais ce n'est pas aussi bien payé que ce que les gens croient. OK. Moi, j'ai commencé vraiment à gagner un peu plus d'argent quand j'ai décidé de porter moi-même le projet. C'est-à-dire que moi-même, j'ai laissé un peu les sketchs, tout ça là. Oui. Puis revenir à mes fondamentaux, les vidéos que je faisais avant. C'est ça. Parce que les gens aimaient beaucoup ça. Et j'ai lancé les micro-trottoirs et les reportages dans les rues. Oui. On adore tes micro-trottoirs, tes reportages. Franchement, on adore. Les reportages dans les rues, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je sais qu'avec les marques, peut-être que moi, j'aime pas les marques. Sinon, dans les sketchs, là, vraiment, il n'y avait pas trop d'argent. Oui. Parce que souvent aussi, les gens comprennent que tu veux faire un placement produit dans le sketch parce qu'eux, ils viennent pour rire. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que tu essaies de faire un placement produit. Oui, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'avant, c'est que ils ne vont pas te payer bien. Ils ne payent pas des masses, en fait. Ils ne te payent pas bien. C'est-à-dire qu'on voit que tu fais publicité. C'est ça. Vous voyez, les gens, ils ont fait publicité beaucoup, mais ils n'ont pas eu l'argent dedans. On te propose des miettes. Tu vois, on te propose des miettes. Tu es obligé d'accepter parce que, voilà, tu colles, mais c'est des miettes qu'on te propose.
Mais quand tu décides de travailler sur toi et que tu es crédible, tu es reconnu, les gens te voient en tant que de quelqu'un tu vois, d'un personnage vraiment, quand tu vas dire tel prix, ils vont payer. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Donc, ton personal branding a fonctionné. voilà. Ton nom, c'est une marque qui Et- se vend toute seule. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'en dire telle somme sans avoir peur. Parce que la personne en face sait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si elle est prête à payer, elle va le payer. Sinon, Voilà. elle Sinon, fera. c'est pas le fait de faire les sketchs, c'est pas ça. Ça te donne pas vraiment de personnalité en tant que tel. Mais quand tu fais du personal branding et tu ressors avec quelque Et chose, tu as une et on te ligne dit tu es éditoriale. crédible, voilà, on te dit tu Exactement. es crédible, on sait que tu fais des choses qui jugent positif, on va dire. Donc, ça, forcément, ça a un coût. Et donc, tu t'es stabilisé. Tu as trouvé ta ligne éditoriale. On te reconnaît par les micro-trottoirs que tu fais. Également, tes coups de gueule sur l'actualité qui concerne surtout l'aspect social des populations ivoiriennes. Tu t'engages, tu prends la parole, tu poses des questions et tu es reconnu aussi auprès des autorités, on va dire, de ce pays qui t'écoutent également de tout là-haut. Tu es très écouté. Comment tu as vécu cette transition? À quel moment? Quel est le sujet, l'actualité sociale qui t'a vraiment plongé au cœur des réalités des Ivoiriens et qui a fait qu'à un moment donné, peut-être même tu t'es mis en difficulté par tes prises de position avec peut-être le gouvernement ou des ministres? À quel moment? Quelle est la vidéo qui t'a propulsé dedans? C'est l'augmentation du prix de l'huile. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je rentre et j'ai écrit un projet. Je me dis, en fait, les problèmes sociaux, c'est vrai, on est sur les réseaux, on dénonce, mais ce serait bien d'aller à la source, de comprendre, de donner la parole aux Ivoiriens pour s'exprimer. Et quand il y a l'augmentation, je fais un reportage. Moi, j'appelle les vlogs utiles. Oui. Je fais un reportage où je vais... j'ai appelé le ministère du commerce comme ça. J'ai enregistré, je suis allé dans les marchés prendre le prix des trucs de façon spontanée, tu C'est vois. ça. Et quand j'ai publié ce reportage, ça a plu aux Ivoiriens. Ils ont dit, là, il s'intéresse à nous, tu C'est vois. ça. Il fait des efforts pour Ils nous comprendre. écoutent. Et ça, les gens ont aimé. Par la suite, il y a eu le problème avec les livreurs de Côte d'Ivoire, où on parlait de taxes de combien de millions pour Oui, pour pouvoir exercer devenir l'activité. livreur. Oui, exercer J'ai fait une immersion dans ce problème. Et c'est ça, en fait, qui a fait que les gens se sont dit, voilà, quelqu'un qui va chercher les informations pour nous. Ça a changé un peu de ce qu'on voyait, parce que le fait de dire, c'est cher, venez parler, oui. Mais là, on allait sur le terrain. Et franchement, donner la parole aux gens, aller sur le terrain, je peux dire, c'est ça qui a fait que les gens se sont dit, voilà, lui là, il parle pour nous. Il nous écoute et il nous donne aussi la parole. Parce que ça arrivait à un certain moment, je ne voulais plus parler. Oui. Parce qu'on m'avait trop vu. Oui. Et même moi, je n'aimais pas qu'on me voit trop. Même dans mes contenus, même quand tu prends mise à jour, je n'apparais pas. C'est la voix. Et même quand je fais les reportages, tu vois, j'essaie de rester toujours derrière. Mais je me suis dit, on nous a trop vus, il faut donner la parole aux gens. Il faut qu'eux aussi parlent. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a lancé ces reportages et ces micro-trottoirs. Et je me rappelle quand j'ai lancé les micro-trottoirs, on dit, tu n'es plus inspiré, tu ne veux plus faire sketch? Il faut faire les sketchs. C'est ce qu'on veut. Micro-trottoir là, ça, c'est quoi ça? Alors que nous, on regardait ça quelque part chez les gens là-bas, on sait que c'est quelque chose qui allait... Et ça marche très bien. C'est l'avenir aujourd'hui et beaucoup allaient rentrer dedans. Et il y a également, en prélude à la CAN, l'histoire du stade Ebempe, l'inondation du stade Ebempe et toutes les bisbilles qu'il y a eu autour de cette avant-CAN où certaines personnalités ont été indexées et tout. Et toi, tu n'as pas hésité aussi. Quelles sont tes relations avec ces ministres ou des personnalités Moi, je suis qui dans le pays? Il y a ma relation. Tony, tu es qui dans le pays? Tu es quelqu'un dans le pays? Relation, en fait... Non, en fait, ils n'ont pas peur de te parler. Je veux dire, ils ne se sentent pas... Comment je peux dire ils ne le prennent pas mal quand tu dis la vérité. Je pense peut-être c'est parce que c'est dit dans le respect. C'est ça. Et puis peut-être parce qu'ils savent que c'est la vérité comme tu l'as dit. Parce que ce qui s'est passé avec le ministre des Sports,
Que nous, on était très en colère. Nous, on préparait notre CAN. L'ancien ministre des Sports, donc. Voilà, nous, on préparait notre CAN. Hein. On voulait qu'elle soit la plus belle, la plus belle. de l'histoire. Et puis, on regardait les Camerounais qu'on tensait aussi. Donc, quand tu vois que Ebimpe, on a mis beaucoup d'argent dedans. Et puis, on joue contre le Mali ce jour, et puis inondation, wow, moi, j'accepte pas. Moi, je suis très patriote. Mais les Ivoiriens n'ont pas accepté. Ouais. Et donc, du coup, je fais une vidéo, je suis très énervé, tout ça là. Et puis, ça va t'étonner. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, on m'appelle la primature, je crois. On me dit, le ministre... Attends, je vais faire l'appel de la... Bonjour. Bonjour. Monsieur Stony. Oui. C'est bien vous? Oui, c'est moi. On me dit, non, tu vois, tu étais très énervé, mais on va expliquer ce qui s'est passé à Ebimpe. Donc, il y a une conférence de presse à Ebimpe. Si vous voulez participer... Je me rappelle, tu étais là ce jour-là, à la conférence de presse. Mais ils m'ont doublé. Ah bon? Parce que c'était prévu à 15h, je crois. Et puis, on dit, le ministre est arrivé à 11h ou bien à midi, ils ont commencé la conférence de presse. Comment ça peut démarrer 4 heures avant? Je ne sais pas si c'est pas moi, on voulait me faire truc. Donc, moi, je prends ma voiture, j'arrive. Avec les embouteillages, à ce moment, Y4 n'était pas encore ouvert. Avec les embouteillages, je viens bimper. On dit, mais c'est presque fini. Aïe. Le ministre est venu plus tôt que prévu. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, quand j'arrive, je lance mon direct. Le ministre était en train de clore la conférence. Et il partait. Donc, ils allaient nous laisser les gens de l'ONS. Donc, c'est quand il partait, pendant le direct, moi, je prends, donc, je vais vers lui. Donc, le direct est toujours c'est ça, en cours. Tout le monde te suit. Donc, moi, je vais échanger le ministre. Il est avec des gens. Et puis, il a dit, mais monsieur le ministre, mais moi, je viens d'arriver, c'est même pas ce qu'il a dit, tout ça là. C'est comment par rapport à tout. Et donc, quand lui, il m'a vu de loin, puisque la vidéo de dénonciation avait fait mouche sur Internet, il dit, toi, t'as reconnu là. C'est Stony là. Donc, on m'a dit que tu m'as insulté. Hein? Regardez-moi ça. Donc, c'est là que j'ai rectifié et dit, monsieur le ministre, je ne vous ai pas insulté, mais vous-même. Il n'a même pas regardé la vidéo, je suis sûr. Ouais, Les gens qui lui ont dit. On lui a dit, mais vous-même, vous savez que face à ça, monsieur le ministre, vous devez démissionner. Ah, tu lui as dit ça, hein? Je lui ai dit ça. Il dit, donc tu veux couper ma tête. Tu es courageux. Tu veux qu'on coupe ma tête. Oui, je me rappelle. C'est pas courageux. Bon, là, un ministre dit qu'on dit, tu m'as insulté. C'est ça, c'est ça. Il faut dire, non, je ne t'ai pas insulté, mais j'ai demandé à ce que vous démissionnez. C'est tout. J'ai répété ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est ça. Et c'est cette partie-là qui a été coupée, qui a fait le buzz. Qui a fait le buzz. Et puis bon, après... C'est un garçon. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, tout ça là. Et puis bon, finalement, on a eu notre plus belle canne de l'histoire. Voilà. Tout s'est bien passé. Et tu continues d'être la voix, on va dire, des sans-voix. Non, en fait, moi, je regarde de l'extérieur. Tu as des prix, tu dis ce que tu penses et tu vas à la source, tu vas chercher l'information. C'est ça. Et tu équilibres aussi l'information. Parce que souvent, les gens suivent ce qui se dit, mais sans vérifier, sans demander. Et après, quand ils ont la bonne information, ah, d'accord, ah, ok, d'accord. Et c'est ce que tu fais, en fait. Et moi, j'ai compris qu'il ne faut pas suivre les internautes. Il ne faut pas suivre. Parce qu'eux, ils veulent qu'à chaque fois, tu viennes t'asseoir, tu bombes le torse, tu parles, exactement. Tu clashes, tu insultes. Mais généralement, c'est que quand tu finis ça, le problème n'est pas résolu. Et moi, j'ai dit toujours que si on reste dans ça, on ne va pas avancer. S'il y a un problème, il faut comprendre, il faut donner l'information. Exactement. Telle qu'elle est, et puis chacun va apprécier. C'est ce que j'essaie de faire. Et tu le fais bien. Et, merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, quelle est ton actualité? Mon actualité, je continue à faire mes micro-trottoirs. Et je suis aussi avec certaines entreprises. Ah, ça, je vois. Stony bouffe. Non, je ne bouffe pas. Je travaille pour le pays. Et voilà, et puis je continue mes émissions tranquilles. Tu es toujours aussi chroniqueur à la télé. Chroniqueur télé, animateur radio aussi. Accusez, levez-vous, voilà. Donc c'est ça mon actualité. Il n'y a rien. Et tu es papa. 2 fois papa. Tu es 2 fois papa. Ouais. 2 fois ballon d'or. C'est pas ça. Bravo. 2 filles ou un garçon, une fille? Non, j'ai une fille et un fils. Un fils. Ouais. Il a quel âge? Il va avoir 1 an bientôt. Il va avoir 1 an. La fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Comment on fait cette transition où là, maintenant, on a des responsabilités de père de famille? Et quelles sont les valeurs que tu leur inculques? Qu'est-ce que tu veux que ta fille et ton fils pensent de toi? Toi, tu avais cette image de ton père qui t'a transmis sa passion de la sec et du football. Et toi, qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre comme valeur? Moi, je sais que là où on va, ça va être très difficile
pour nos enfants. Tu as parlé de l'IA récemment. Ouais, ça va être très difficile pour nos enfants, surtout avec la technologie, tout ce qu'il y a, de ne pas être influencé. Oui. Et c'est ma plus grosse peur. Souvent, quand je fais les sorties sur les réseaux, c'est parce que je suis papa aujourd'hui. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand on dénonce certaines dérives de la jeunesse, Oui. parce qu'ils pensent qu'on parle pour parler, mais on pense aussi à nos enfants. On se dit qu'est-ce qu'on va les laisser, comment ils vont grandir. Donc, moi, ma plus grande peur, c'est ça, en fait. Donc, ce que j'essaie d'apprendre à ma fille, parce que c'est la plus grande qui peut-être commence à comprendre les choses, c'est d'être une bonne personne. Oui. De faire tout pour ne pas faire du mal aux gens, d'être honnête. En tout cas, je pense que s'il y a quelque chose dont je suis le plus fier, c'est qu'il n'y a personne qui va dire que non, lui, là, il est malhonnête, il a bouffé mon argent, il est tout. Sois honnête. Ta réputation. Avoir ma réputation. Annie est fière. Annie est fière d'elle, on est fière. Avoir des valeurs. Et si tu as des valeurs, franchement, tu ne changes pas. ouais. Tu es accroché à ces valeurs-là. Donc, c'est ça que j'essaie de lui apprendre. C'est que ce n'est pas facile, ça va être difficile, surtout avec les choses qu'on voit là. Mais vraiment, si mes enfants ont certaines valeurs, voilà, ils ont peur de faire des choses, tout ce qui est éthique, oui. il faut qu'ils s'accrochent à ça. C'est ça. S'ils essaient de faire ça, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir, surtout que c'est chaud, hein, c'est chaud. Est-ce que dans l'avenir, tu leur imposerais un métier où, s'ils décident par exemple de devenir aussi créateur de contenu, comment tu le prendrais? Non, je peux pas. Moi, je peux pas imposer un métier. Je peux déceler des talents, les encourager dans ça, Oui. mais pas imposer. Moi, on m'a pas imposé. Peut-être mon père n'a pas eu le temps de m'imposer quoi que ce soit, mais on m'a rien imposé. Donc, après, j'étais d'une famille qui a vite compris. Moi, je chantais, mon père n'a pas dit non, faut pas chanter. Il n'a rien dit. Donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils aiment. Et bien sûr, ça n'a qu'à être bon. Donc, qu'à bien le faire. Ça n'a qu'à être bon. En tout cas, ce qu'ils font là, faut pas que ça fasse du mal aux gens. En fait, c'est ce que je demande, quoi. Faut pas que ça fasse du mal aux gens. Moi, j'ai peur de faire du mal aux gens. Et c'est ça qui va te protéger, au-delà de la prière et autres. Donc, c'est vraiment ce que je veux qu'ils fassent. Comment tu as parlé de ce qu'on vit en ce moment, les crises, les bouleversements majeurs que notre humanité connaît. Tu as parlé également de bouleversements technologiques qui est en train de nous prendre comme un tsunami et on ne sait pas où on va. Comment tu vois ton pays au milieu de tout ça dans 10 ans? Comment tu vois cette Côte d'Ivoire? Quelle est la Côte d'Ivoire dont tu rêves, toi, Stony? C'est la Côte d'Ivoire moins corrompue. Parce que c'est la corruption qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à toutes ces dérives des jeunes. Oui. Ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de boulot. Oui. Aujourd'hui, on essaie, hein, et puis je te félicite aussi, tu essaies de mettre en lumière des talents, des personnes qui inspirent. Si nous tous, on essaie de faire un peu comme ça, c'est vrai qu'on va mettre en lumière plus de personnes qui tirent la Côte d'Ivoire vers le haut. Mais devant, quand on ne leur facilite pas la tâche, ces jeunes-là, et que pour avoir quelque chose, il faut connaître tant, ou bien faut truc. Il faut graisser la patte. On va sensibiliser, mais rien ne va changer. Donc, il faut que vraiment les gens fassent leur travail à tous les niveaux. Moi, je vois un policier qui demande de l'argent. Je dis, ce n'est pas le président qui t'a dit de demander de l'argent. Oui. Donc, si toi, déjà, dans ta tête, tu es conscient que tu dois faire ton travail, tout le monde va faire. Donc, moins corrompu, je pense que c'est le problème de l'Afrique, la corruption. Moins corrompu, on va tous avoir un peu pour manger. Parce que la corruption fait que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et les choses augmentent. Avec ça, les jeunes n'auront pas d'autre choix que demain de devenir des Nicapol. C'est un statut visé. Nicapol, t'as fait quoi? Parce qu'il crée du contenu, Nicapol, finalement. Oui, obligé de créer du contenu pareil pour avoir de l'argent parce que ça marche. C'est ce qui marche. Ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. C'est ce que je dis. Ouais. C'est ce qui marche. Puisque ce qui est agréable ou utile, si vous voulez, là, ça ne marche pas en tant que tel. Et les gens sont découragés de bien faire, en fait. Ils sont découragés de bien faire. Oui. Moi, je vois des entrepreneurs qui sont découragés de bien faire. Ils n'ont pas de soutien et tout. Finalement, ils vont faire quoi?
Ils vont faire ce que tout le monde fait pour avoir vite l'argent. Donc, voilà, je ne leur en veux pas. Je comprends que c'est le système comme ça. Mais si il y a pas, on ne combat pas cette corruption pour donner vraiment la chance aux jeunes, on ne pourra rien leur dire. Ouais. On va assister à ça. Pour terminer, est-ce que tu as parlé de jeunes, de jeunesse? C'est important pour toi dernièrement, même pas dernièrement. Hier, un jeune a été arrêté, je crois, à Bandoukou. Il a tué sa nièce. J'ai vu passer. Un brouteur, parce qu'il voulait beaucoup d'argent. Et il a assassiné sa nièce pour de l'argent. Et ce genre de cas, ce genre de faits divers sordides, on en a énormément. Ou des élèves qui veulent aller en congé anticipé, ou qui frappent leurs enseignants, qui les giflent et tout. Bref, ça devient un peu problématique. Est-ce que tu as un message pour cette jeunesse? La jeunesse, moi, je pense que c'est notre responsabilité. Hein. La jeunesse, elle n'est pas encadrée. En Côte d'Ivoire, ici, la jeunesse n'est pas encadrée. Est-ce qu'on fait rêver la jeunesse comme ailleurs? C'est-à-dire que quand je dis rêver, on te fait rêver, on te dit que tout est possible. On te fournit les éléments pour réussir. Non, ici, on ne fournit rien pour réussir. La jeunesse n'est pas encadrée, elle n'est pas encouragée. C'est vrai qu'on essaie de mettre en place des programmes dits... Agence emploi jeunes. Voilà, pour les jeunes et tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, je pense qu'ils sont délaissés. C'est ce qui fait que tu vois qu'on assiste à tout ça. Mais tu parles des phénomènes des brouteurs et tout ça, c'est quoi? C'est l'argent, c'est le fait d'avoir l'argent, le gain facile. Rapidement. Quand ce soit les parents, quand tu es un parent et que tu as ton fils qui vient travailler sur toi des millions et que tu ne te poses même pas la question de savoir où est-ce que tu as pris cet argent, donc il y a un problème. Quand je parle d'encadrement, je ne parle pas de l'État. Je parle même déjà des parents. Il y a déjà, la cellule familiale. Il y a déjà un problème. Après, les parents même, on peut les défendre parce que c'est chaud. Facture d'électricité augmentée, le loyer est difficile. Bon, il va aller au travail, il est stressé. À quel moment il regarde son enfant, il voit ce qu'il fait. C'est chaud, tu vois. Donc tout ça, je pense que moi je dis toujours, c'est la corruption. Si les richesses sont partagées équitablement, tu vas voir qu'on aura chacun un peu pour suivre nos enfants. C'est la corruption qui fait tout ça. Donc franchement, la jeunesse, on peut lui parler, mais il ne faut pas lui en vouloir en tant que tel. La jeunesse, nos enfants, c'est nous, on les éduque. Ils grandissent dans un environnement. L'environnement est comment? C'est ça. Ouais. Ton enfant, tu as ta maison. Quel est l'environnement? Qu'est-ce qu'il voit tous les jours? Dehors, qu'est-ce qu'il voit? À la télé? À la télé, qu'est-ce qu'il voit? C'est tout ça qui le forme. L'enfant, quand il est né, il n'est pas né mauvais. Hein? Tout être humain est né bon. Ouais. C'est la nature. C'est quel philosophe même qui a dit ça même? C'est la nature et tout ça qui change l'homme. Ouais. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens. En tout cas, nous qui sommes devant, les dirigeants, les parents, franchement, en tout cas, dans ce pays-là, on n'a qu'à faire notre travail. Tous les parents n'ont qu'à faire leur travail. Les gouvernants n'ont qu'à faire leur travail. L'argent qu'on met dans l'éducation, ça n'a qu'à aller dans l'éducation. Si on veut mettre pour les jeunes, vraiment, ça n'a qu'à aller aux jeunes. Ouais. Voilà, parce que les programmes, on dit on fait pour les jeunes, et puis c'est... Bon, pas trop parler ici. Des choses à dire, mais pas beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel a été dit. Merci, Stony. Merci à toi. Stony to Love, Élysée. Non. Là, la parole a commencé là. On va aller déterrer les clips, vidéos, les chansons sur les plateformes. On sait jamais, une histoire. Tout le monde a une histoire. Oui, moi, j'adore, en tout cas. Toi-même, j'ai vu tes vidéos avant où tu étais mince là. C'était Sekpelde. Voilà. Film comme ça, comme fil de fer. Tout le monde a une histoire. On connaît. Ouais. Faut pas effacer les traces. Je te jure, il faut laisser ça. C'est important. Surtout que la jeunesse voit qu'il y a un chemin, un long chemin parcouru. Et montrer en fait que si tu es constant, tu es patient. Patient. Tu atteindras. Faut être patient. Progressivement tes objectifs parce que la patience est un chemin d'or. Maintenant, si la patience dort sur le chemin aussi, ça aussi, il faut réveiller la patience. Ça peut t'encourager. En tout cas, merci beaucoup, Stony. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir reçu. Et je dirais, continue de nous faire plaisir, continue de porter les messages qui comptent et continue de t'engager parce que tu me fais penser à un activiste. Qui ça? Toi, tu es un activiste. Mais tu es un activiste, comment je peux dire? Pas un activiste modéré, tu es un activiste, mais tu gères. Voilà.
Tu gères bien et franchement, je suis fière. Je suis fière de te connaître Merci et je suis beaucoup. fière de te voir évoluer de cette manière. Merci beaucoup. Et tu es une inspiration pour beaucoup, 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 beaucoup de jeunes, que ce soit ici ou ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode des choses à dire. Tony avait des choses à dire et il les a bien dites. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.